Je trouve ça dommage qu'il se repose sur une base d'un châssis déjà existant, enfin qui n'est pas produit maison, Après, pardon. est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que quand Oui, même, on en peut, termes oui. de budget, quand tu vois... Oui, d'accord, on peut. Mais est-ce que tu crois que Peugeot peut compter sur son expérience passée avec ses victoires avec la 905, avec la victoire en 2009 avec la 908, essayer d'apprendre de tout ça, de ses erreurs pour maximiser la performance? Est-ce qu'ils ont vraiment appris de leur expérience passée? Non. C'est plutôt le changement de monte pneumatique qui va être le game changer, plus que l'ajout d'un aileron, en fait. D'accord. C'est vraiment ça qui va permettre de plus motricer. C'est une 4 roues motrices quand le système hybride se déclenche, mais du coup, avec cette dimension de pneu plus large à l'arrière, on va pouvoir envoyer un peu plus de berzingue, tu vois ce que je veux dire. Quand on soude, Oui. quand on met le pied sur l'accélérateur, on va pouvoir en transmettre un peu plus. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, un nouveau format que l'on développe avec mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony et bonjour à tous. Bon, on l'explique depuis le premier numéro, l'idée c'est de sortir des chiffres, des infos, de se questionner sur le monde de l'endurance pour l'apprécier encore plus que ce n'est déjà le cas, parce qu'on aime l'endurance évidemment, et on est déjà au 9e numéro, et on va s'intéresser au WEC. La deuxième manche de la saison va avoir lieu à Imola, donc ça sera du 19 au 21 avril prochain, j'ai révisé mes notes et les dates, mais on va surtout mettre l'accent sur deux constructeurs français engagés, les deux constructeurs Alpine et Peugeot. T'es prêt à pouvoir tout nous dire sur ces deux constructeurs? Ouais, écoute, je vais essayer d'en dire le plus possible. Toi aussi, j'espère que t'es chaud. Mais Ah oui. ouais, en fait, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir deux marques françaises présentes en WEC, donc c'est quand même un petit événement. On avait jamais eu deux constructeurs comme ça, français, qui peuvent se battre pour la victoire, donc on va essayer de décrypter tout ça et de comprendre... en fait, là, en gros, on va se poser la question, lequel va prendre le dessus? Est-ce que c'est Alpine qui va, à la fin de la saison, quand on fera les comptes, être devant Peugeot ou l'inverse? Ça va être tout l'objet de notre petit débat. Eh ben écoute, on est prêt en tout cas. Tu sais que c'est la première fois de l'histoire que Peugeot et Alpine, Alpine Renault, vont être opposés sur la piste dans la catégorie Rennes en 100 ans d'histoire. Parce que à la fois Peugeot, à la fois Alpine ont été justement, évidemment, dans la grande catégorie, mais jamais ils ont été opposés vraiment à armes égales dans la même catégorie. Il y a déjà eu des batailles entre constructeurs français dans les années 20, dans les années 30, mais là, ben, on va se demander, comme tu le disais, voilà, qui va être le meilleur, tout simplement. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur le fait que la France, c'est quand même une nation de l'endurance parce que les 24 heures du Mans sont nées après le mondial de l'automobile de 1922 avec la rencontre de trois passionnés visionnaires, on peut le dire, hein, Georges Durand, Charles Farroux et Émile Coquille, le financier. Et donc, dès le début, en fait, il y a eu une victoire française avec la mythique Chenard et Walker. Dès 1923, la France était au rendez-vous. Bon, c'était pas un hasard, mais en tout cas, ça lançait déjà cette histoire, hein, Geoffroy. En fait, oui, comme tu le dis, les constructeurs français ont toujours été là. Alors, je sais que tu as sorti les petites statistiques sur les constructeurs Ah, français vainqueurs aux 24 heures du Mans. Enfin, vas-y, si tu veux, tu peux les donner comme ça. Moi, j'ai une petite anecdote après sur les constructeurs français, justement, en Sarthe. Ça va te faire rire. Vas-y, donne les stats. ah, très bien, je suis prêt. Alors, Chenard et Walker, victoire en 1923, cette entreprise qui ensuite va un petit peu connaître des difficultés dans les années 30, va être rachetée par Peugeot. C'est quand même pas mal, par l'intermédiaire de la marque Chausson pour les véhicules utilitaires. On a eu Lorraine Dietrich qui a gagné en 25 et en 26 avec une Lorraine Dietrich B36, donc deux victoires. Et d'ailleurs, c'était le premier triplé de l'histoire de l'épreuve en 1926. Donc comme quoi, avec les phares anti-brouillard, cette voiture avait bien performé. On n'oublie pas aussi les victoires Bugatti en 1937 et 1939 avec la Type 57, hein, et notamment Jean-Pierre Vimille. Et puis Talbot s'est imposé aussi en 1950 avec, tu te souviens, Louis et Jean-Louis Rosier. Il y avait eu un des pilotes, je crois que c'est Louis, qui avait Mhm. piloté quasiment 23 heures d'affilée et son fils n'avait piloté que dans les deux derniers tours. Donc voilà, victoire Talbot, qui aussi va passer sous la coupe Peugeot, tiens. Matra, bien sûr, qui a marqué l'histoire avec trois succès consécutifs en 72, 73 et 74 sous l'impulsion de Jean-Luc Lagardère, donc ça c'était aussi quelque chose d'assez intéressant. Victoire pour Alpine Renault en 1978 avec l'Alpine A442B, déjà Alpine présente, avec le duo Josso-Pironi. Et puis Rondo, bien sûr, victoire en 1980
11 participations en tout. C'était avec la M379B, avec un équipage mythique, un Rondo Josso. Donc ils se sont imposés malgré des petits soucis, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Peugeot, bien sûr, s'est imposé 3 fois. J'allais dire 3 fois seulement, parce que la première participation de Peugeot, c'était 1926, donc en 92, 93 et en 2009. Et puis, eh bien après, on peut citer quand même, je vais donner des points, des mentions spéciales, avec WMWR, qui a 26 participations aux 24 heures du Mans. L'équipe Pescarolo Sport, alors c'est pas vraiment un constructeur, mais j'avais envie de l'associer quand même à ces constructeurs français. Ligier, qui a terminé deuxième en 1975 des 24 heures du Mans. Renault, 7 participations. Bon, pas de victoire, mais en tout cas, Renault a roulé donc sous son nom aux 24 heures du Mans. Et alors là, Citroën, une participation, je ne sais pas si tu t'en souvenais, en 1932 avec la C4 Roadster. Donc bon, malheureusement abandon après 3 tours, mais quand même Citroën a roulé aux 24 heures du Mans, donc ça c'était assez rigolo de le noter. Et puis Gordini, 6e comme meilleur résultat. Il y a également Delage, Roland Pilin, Brasier, Grac, Tracta, la première voiture de course à traction, et puis Salmson. Bref, voilà, il y a eu beaucoup de constructeurs français, et encore, je les ai pas tous cités. C'est bien, ça me fait réviser mes constructeurs. Tu sais, il faudra qu'on se fasse ça faudrait qu'on le fasse en direct un jour, c'est quand on aura pas mal d'épisodes sous le coude, mais tu sais, il faudrait qu'on fasse un truc un peu à le quiz Formule 1, où il faut citer tous les vainqueurs des 24 heures du Mans, mais à rebours. Tu vois, on partira là... Ça peut être après le Mans 2024, tiens, on partira de 2024, et puis on revient jusqu'à 1923. Tu sais, on fait ou le constructeur, ou le modèle, ou les pilotes, bref. Non, mais c'est très bien. Écoute, effectivement, la France est une nation importante aux 24 heures du Mans, on va dire. Ce qui est marrant, c'est que on a un petit peu cette approche, la représentation des Français aux 24 heures du Mans est historiquement très importante. On a souvent beaucoup de pilotes français, on a souvent des constructeurs français aussi. Si c'est pas dans la catégorie Rennes, c'est parfois dans les sous-catégories, notamment là, on le voit avec les châssis Oreca, mais même avant, il y a une grande histoire dans les années 60-70 de petits artisans français qui préparaient des voitures pour les victoires de classe, comme on appelait ça. Et c'est un petit peu à l'image des 24 heures du Nürburgring, par exemple, où il y a beaucoup d'Allemands. C'est leur épreuve maison, tu vois. Et un peu comme les 24 heures de Daytona, où c'est pareil, il y a beaucoup d'intérêt de la part des pilotes américains, de constructeurs américains. Ça reste une épreuve internationale. Je pense que c'est l'épreuve la plus internationale de toutes les courses d'endurance, Le Mans. Mais il y a toujours cette dimension un peu avec une représentation un peu plus importante des Français. Oui, t'as des équipes françaises qui sont là, t'as les constructeurs, on l'a dit, avec Peugeot et Alpine cette année dans la catégorie Rennes, mais je trouve qu'il y a quand même de moins en moins de trios français. Tu sais, avant c'était des duos évidemment, mais l'année dernière par exemple, t'avais chez Aston Martin le projet 24 avec les frères Robin et avec Valentin Asclot, mais sinon t'as plus trop de trios français finalement. Je trouve que t'as raison, ça devient vraiment international, même si on a encore des touches françaises par-ci par-là, évidemment, avec les équipes, avec les pilotes, mais c'est pas illogique, hein, évidemment, il y a cette évolution-là qui fait que on retrouve quand même un petit peu moins de pilotes tricolores, et puis ça donne envie aux Américains de venir, et puis aux autres nations. Bon, alors j'ai une anecdote, du coup, je te l'ai promise, sur les constructeurs français. Celle-ci, je pense pas que tu la connaisses. Je commence direct par une anecdote, alors qu'on est à 7-8 minutes d'enregistrement. Bon, j'espère que je vais pas vous saouler. J'ai lu un bouquin il y a quelques temps, ça fait longtemps que je l'ai celui-là, c'est un bouquin sur les 24 heures du Mans 59, qui est rédigé par Stirling Moss, rien de moins. Et en fait, il raconte l'épopée de l'Aston Martin à l'époque, parce que Aston Martin a gagné en 59. Et donc, il raconte cette édition du Mans. Et il y a tout un passage qui est assez marrant, il faudrait que je le retrouve et que j'en fasse un article, parce que vraiment, ça mérite d'être exhumé. En fait, il y a tout un passage où il décrit les 24 heures du Mans pour les gens qui ne connaissent pas. Et notamment, il explique que voilà, par rapport à d'autres formules, par rapport au Grand Prix, Le Mans, il y a tout type de voitures. Il y a des voitures moins puissantes. Et il dit, bon, en fait... alors je synthétise, hein, mais en gros son propos c'est de dire on est là pour se battre pour la victoire, et puis il y a du multicatégorie, et on est un peu obligé de zigzaguer parmi des voitures moins puissantes, qui sont souvent des voitures françaises. Aïe aïe aïe. Eh ben oui. Mais non, mais tu sais, je voulais rebondir là-dessus parce que Renault venait, donc je disais aux 24 heures du Mans tout à l'heure, il y a 7 participations quand même, avec une 4 chevaux. Non mais c'est quand même dingue. Une 4 chevaux à rouler au Mans, quoi. Après voilà, au sortir de la guerre, clairement l'industrie automobile française n'était pas la plus florissante, et quand tu te pointais aux 24 heures du Mans en étant artisan ou constructeur français, c'était une victoire de classe. Donc c'était vraiment catégorisé par puissance, hein, pour expliquer, c'était
c'est la puissance du moteur, en gros, qui définissait les catégories. Et voilà, les Français étaient effectivement réputés pour être souvent présents dans ces catégories, Ben, et pas pour la le, victoire au général, quoi. le fameux indice de performance où Il y a, Alpine voilà. justement briguait la victoire à chaque fois, mais avec ses modèles donc un petit peu moins puissants, on va dire les A610, les A210, etc. Ouais, et puis il y a plein de voitures mythiques. Alors là, tu vois, on est un peu tôt le matin quand on enregistre, mais les DB, les machins, enfin, il y a plein de voitures qui sont C'est magnifiques. vrai, t'as raison, les Panhard, les René Bonnet, Exactement, etc. exactement. Qu'il y avait une recherche d'aérodynamique. Là où là où tu ne pouvais pas aller, c'est-à-dire chercher un moteur plus puissant, mais qui allait à l'époque être moins fiable, et donc ça allait entraîner des galères mécaniques, eh ben on avait de l'ingéniosité, on se disait, ok, on va aller plutôt chercher du côté de l'aéro. Et il y avait des voitures qui avaient des petites cylindrées, mais qui arrivaient à atteindre des vitesses de pointe incroyables. Alors évidemment, sur la longueur d'une épreuve, ça pouvait pas jouer la victoire, mais la performance pure, en tout cas, était vraiment superbe, quoi. Donc, ouais, Ouais, c'est dire. Il est très bien ton petit récap des constructeurs, c'est sympa. Ouais, tu vois, bon après je suis pas allé au fond et j'en ai oublié quelques-uns, mais c'était histoire de faire un petit clin d'œil et puis des pilotes mythiques hein, qui ont roulé pour tous ces constructeurs français. Moi, quand j'ai revu la liste, on fera un épisode spécial, je pense, en tout cas si ça peut plaire à nos auditeurs ou à nos auditeurs, parce que il y a quand même des sacrées pépites. Chez Alpine notamment, c'était une équipe de France, quoi. Hein, je veux dire, Matra aussi. Ils ont su accueillir des pilotes de référence. Je pense à Rondo aussi avec des pilotes mythiques qui ont quand même roulé, tu vois, Pescarolo, Beltoise, enfin, c'est quand même Bien sûr. assez génial. Donc ouais, on fera un épisode spécial, mais c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Les ingénieurs français aussi ont été très très forts justement pour trouver des solutions pour l'invention de nouvelles pièces et de nouvelles choses qui peuvent être retranscrites et retransmises sur la route, parce que c'est quand même ça, hein, je veux dire, on le dit encore, et je crois que c'est encore vrai, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert pour l'industrie automobile, ces 24 heures du Mans en fait. Laboratoire, oui, alors évidemment, depuis la création, les 24 heures du Mans ont ce côté laboratoire. Aujourd'hui, j'ai l'impression on a toujours ce côté laboratoire, effectivement, je veux pas dire le contraire, mais je trouve qu'il y a aussi ce côté plus, comment dire, miroir, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, la technologie hybride est aux 24 heures du Mans depuis 2012. Oui, Aujourd'hui, quand tu achètes une voiture, ça paraît assez logique de considérer une motorisation hybride. Enfin, il y a encore quelques années, plein de gens n'en voulaient pas. Aujourd'hui, quand tu cherches une voiture récente, c'est assez logique de considérer cette option. Et du coup, j'ai l'impression que je suis pas sûr que la technologie hybride utilisée aux 24 heures du Mans permette de pousser cette technique encore plus loin. Par contre, c'est une façon de mettre en avant cette technologie et de la valoriser et de faire en sorte que les gens, toi, moi, quand on va vouloir acheter une nouvelle voiture, on se dise, ok, regarde, en compétition, ça fonctionne. C'est ces voitures-là, c'est ce type de motorisation qui gagne, donc ça nous amène vers ça. Il y a vraiment cette approche un peu des deux, je trouve, beaucoup plus qu'avant. Tu vois, est-ce que tu crois, ouais. j'allais rebondir, est-ce que tu crois que des victoires, si Peugeot s'impose ou qu'Alpine s'impose, ça ferait augmenter les ventes? Moi, j'y crois peut-être moins maintenant. C'est plus comme Ford disait, tu vois, winning on Mhm. Sunday, selling on Monday, tu vois. Je suis plus sûr que ce soit vraiment lié, en fait. C'est plutôt une image globale. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, alors, bah, on peut faire un épisode là-dessus si tu veux. Non, mais en fait, mon sentiment, c'est que si Porsche gagne Le Mans, par exemple, tu vois, je suis pas sûr que ça va déclencher de nouvelles ventes de Porsche. Ils se portent déjà très bien. Et Hmm. ça va juste continuer d'écrire la légende et de construire leur légende. La victoire de Ferrari l'année dernière n'a peut-être pas déclenché de nouvelles ventes, mais par contre, je pense que ça leur donne un peu plus de liberté, eux, dans leur créativité, dans le fait de faire des versions dérivées de la voiture de course, de faire des rappels avec leur victoire. Par contre, je pense que si un constructeur comme Peugeot ou Alpine s'impose aux 24 heures du Mans, Alpine par exemple, je pense que là derrière, ça leur crée un boulevard pour faire les versions dérivées de tous leurs futurs Oui, modèles avec une ligne spéciale Le Mans. Ils font déjà 70 000 séries limitées, donc ils vont continuer d'en faire. Euh, Peugeot aussi, je pense que s'ils l'emportent, t'imagines, ça veut dire, enfin, dans toutes les dans tous les, ah mince, dans tous les points de vente Peugeot, chez tous les revendeurs ou les oui, il y distributeurs, aura une com. ouais, il y aurait une com. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, tu vois, c'était les posters des Williams Renault dans la concession Renault où j'allais C'est vrai, avec mon c'est père. vrai. Il y D'ailleurs, il y avait avait la effectivement, Clio Williams. ouais, voilà, il y avait la Clio Williams. Et puis, moi, je me souviens des posters, je me souviens enfin voilà, les Williams Renault, c'était un truc de fou et ça participait quand même à la renommée de la marque.
t'étais dans une concession qui était un peu éclatée, mais t'avais des beaux posters et t'avais des trucs sympas, tu te disais, ouais, je suis un peu dans le monde de la compétition, quoi. Donc, ça dépend de chaque constructeur, je pense, ça dépend. Ils y vont pas tous pour le même intérêt en termes de vente. Je pense que les constructeurs premium et les gros constructeurs type Porsche, Ferrari vont pas générer plus de ventes s'ils gagnent le Mans. Pour Peugeot, je pense que ça peut vraiment développer notamment de nouveaux marchés, tu sais. On parle de ça, on parle pour Peugeot et Alpine, notamment on parle du marché américain. Alpine se cache pas trop de leur volonté d'attaquer ce marché US. Parce que clairement, si tu gagnes les 24 heures du Mans, ça te fait une porte d'entrée. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir distribuer leur voiture là-bas. Hein. Ben Keating, peut-être, je sais pas. Tu vois. Ouais, c'est pas mal. Non, mais l'idée est bonne. Et puis, donc, bah, forcément, il y a deux choix différents aussi. On revient en 2024, donc, après avoir fait ce petit point historique et ce petit point sur les constructeurs. Mais il y a deux philosophies vraiment qui s'opposent. En fait, on a Peugeot qui est en catégorie LMH, donc toujours en hypercar, évidemment, mais qui construit vraiment sa voiture de A à Z et qui la développe. Pour preuve, il y a eu cette innovation technologique de rouler sans aileron. Ça n'a pas eu les effets escomptés, mais je crois pas que c'était complètement mauvais quand même, faut bien le dire. Et puis Alpine qui se repose sur le règlement LMDH. Et donc c'est pas anodin et pas étonnant d'après ce que tu me dis, parce que les Alpines auraient peut-être idée de s'associer avec un constructeur qui est basé peut-être aux États-Unis pour faire rouler une LMDH, notamment en IMSA, et aussi faire connaître la marque. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment deux philosophies différentes qui s'affrontent, et on a une expérience aussi différente, parce que Peugeot en est déjà à sa 3e saison. Est-ce que tu le vois cette évolution de la 9X8, parce que oui, il va y avoir un aileron, mesdames et messieurs. Est-ce que tu la vois, justement, cette Peugeot, être aux avant-postes et peut-être même devant Alpine, en fait? Alors, peut-être avant que je te donne mon avis là-dessus et qu'on philosophe Ouais. sur les Ah, performances, je suis prêt, hein. Est-ce que tu veux que je refasse justement en synthèse, mais cette différence de philosophie, je peux le faire. Allez, C'est un vas-y. devoir, tu sais, c'est un peu un devoir. En 2 minutes, je dois synthétiser, je dois faire un pitch sur le projet Alpine et le projet Peugeot. Alors, mais de manière très courte, Peugeot a été le premier des deux constructeurs à confirmer son arrivée dans la catégorie hypercar, et ils l'ont fait assez tôt, à un moment où le règlement n'avait pas exactement les mêmes lignes et les mêmes contraintes que le règlement actuel. Ils l'ont fait au moment où le règlement hypercar était véritablement pensé comme, allez, je me lance, je me risque, la possibilité donnée aux constructeurs d'avoir des voitures qui ressemblent très fortement aux modèles de route et de les rendre coursifiées, de les préparer pour la compétition, mais qu'on retrouve beaucoup de traits communs avec les voitures de route. Ça passe Oui. par la ligne globale, ça passe par la partie avant, ça passe par les phares, enfin les blocs optiques, la forme, voilà, plein de choses. En gros, faire renaître un petit peu le concept des LMGTP. Alors, pas la GT1, hein, parce que ça ressemblait pas à une Toyota déjà à l'époque, et Non. plus la Mercedes CLR, la CLK GTR, tu vois. Donc, voilà, Peugeot s'est lancé avec cette philosophie de règlement, et comme contrainte notamment, la possibilité, enfin, l'obligation, pardon, d'avoir les 4 mêmes dimensions de pneumatiques, 31, 31, 31 partout. Voilà. Ouais. Une contrainte avec Toyota voulait laquelle... opter là-dessus, Ouais, mais ils se sont ravisés, je crois. La GR010, première version, elle était comme ça, hein, elle était avec les pneus Oui. carrés. Donc Peugeot est parti là-dessus, et dans le règlement, en gros, je vous la fais vraiment en synthèse, mais vous allez quand même, voilà, ça va suffire pour la compréhension. Le règlement posté par la CO et par la FIA impose une fenêtre de performance, c'est-à-dire que tu conçois une bagnole et elle doit pouvoir atteindre telle vitesse. Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que ça parle d'aéro, ça parle de traînée générée, d'appui, enfin voilà, c'est un truc, moi je ne pipe pas, hein, c'est pas mon métier, mais en tout cas il y a une Ouais. fenêtre de performance à atteindre, tu dois viser un certain temps au tour. Si demain tu demandes à un constructeur de faire des tours en moins de 3 minutes aux 24 heures du Mans, il y a des gens qui vont se creuser les méninges et qui vont y arriver, c'est pas un problème, on pourrait aller plus vite Oui. que ce qu'on fait aujourd'hui. Là, la fenêtre de performance, c'était viser les 3 minutes 30 au Mans. Venez avec votre concept, et après, vu qu'on aura une balance de performance, la fameuse BOP, si votre Mhm. voiture est un peu un parpaing comme une Bentley Oui, la grande époque. Continental, eh ben, on vous donnera un peu plus de puissance. Si elle est très affinée, parce que vos voitures de route sont très affinées, eh ben, on vous lestera un petit peu, ou on vous mettra moins de puissance, pour que vous puissiez vous battre. Exactement le même principe que GT3. Donc, Peugeot est parti sur cette philosophie, et c'est pour ça qu'on a abouti à une 9X8 sans aileron. En fait, Mais qui était quand même efficace parce que qui est très tout l'appui en efficace. fait passait
par le fond plat, quoi, en fait. Voilà, mais ils ont pu faire ce concept parce que la fenêtre de performance à atteindre était relativement facile pour les ingénieurs. C'est là où moi, je vous dis ce qu'on m'a expliqué du côté de chez Peugeot notamment. Moi, je ne suis pas ingénieur, donc je ne sais pas si c'est si facile que ça, mais en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, plusieurs ingénieurs de plusieurs équipes m'ont dit la première fenêtre de performance à atteindre, fixée dans le règlement, n'est pas si compliquée quand tu sais faire des voitures de course. On pourrait faire une voiture beaucoup plus performante. Donc, sachant ça, ils ont fait cette voiture sans aileron arrière, un concept très novateur. Pourquoi ? Parce qu'ils le pouvaient, et surtout parce qu'en termes d'image, on en revient à l'image comme on en parlait tout à l'heure. Bien sûr. La caisse, elle est juste dingue. Sans aileron arrière, avec cette gueule qui ressemble à une Peugeot pour le coup. On retrouve les blocs optiques avec les griffes. On retrouve le logo qui est en plein centre, qui est bien visible. La Peugeot, elle a vraiment une super tête. Mais... Ah, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'était réussi, et puis ouais. on la reconnaissait, et beaucoup en ont parlé, justement. Donc l'effet, il a été bon. C'est pour moi la voiture qui applique le mieux la philosophie du règlement initial, comparée à la GR010, qui est une LMP1 évoluée, quoi. Et donc Peugeot a fait ça. Il se trouve que, sous la pression sans doute d'autres constructeurs et l'envie d'autres constructeurs de rejoindre le plateau, et la CO et la FIA sont obligés de les écouter, ils peuvent pas continuer comme ça, bille en tête, sans écouter les autres constructeurs. Il se trouve que la montre de pneumatique a été revue, et donc elle n'est plus 31-31, mais 29 à l'avant, 34 à l'arrière. Et c'est notamment ça qui a expliqué que et aussi la vitesse de déclenchement de l'hybride, qui a changé. Donc en fait voilà, le concept de la Peugeot était moins en phase avec le règlement et du coup n'était plus performant, plus pertinent. Après il y a un autre point, et je conclus sur Peugeot, il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que la voiture, ils s'en sont jamais cachés, elle a clairement été conçue dans un seul but, les 24 heures du Mans. Elle n'a pas été conçue pour le WEC. Donc si elle est à la ramasse à Sebring, ou si elle se prend une valise, là on va voir Imola, même si c'est la nouvelle, c'est pas si surprenant que ça. Et en plus ça a plutôt bien fonctionné, puisque l'année dernière, on se rappelle quand même qu'il y a une Peugeot 9X8 qui a mené les 24 heures du Mans. Donc, mais complètement. Au Mans, elle était attention, plutôt à l'aise, la raison pour laquelle la Peugeot n'était plus dans le match pour la victoire, c'est là où la CO a bien travaillé aussi, et je trouve que la balance de performance était quand même bonne. En fait, c'est une petite erreur, parce que la voiture était imprévisible et qu'il n'y avait pas d'aileron arrière aussi, tu vois, c'est pas que l'erreur de Gustavo Menezes, mais il la met dans le mur. Mais si il reste justement sur la piste, ou qu'il fait une petite sortie, mais qu'il arrive à s'en dépatouiller, honnêtement, la Peugeot, elle est quand même face aux Toyota et Ferrari assez longtemps dans la course, en lutte pour la première place. Faut pas oublier que la Ferrari qui gagne, elle est dans le bac à gravier à 2h du matin. Exactement. Non, mais c'était une édition incroyable. Donc voilà, ça c'est pour la présentation, la philosophie, on va dire, de l'arrivée de Peugeot en hypercar. Passons à Alpine. Projet totalement différent. Alpine, ça fait 10 ans qu'ils sont en endurance déjà, avec du... attention, je vais pas être tendre. J'adore Alpine, attention, mais le projet a vraiment une approche très différente. Ils font ce qu'on appelle du naming, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en LMP2, à l'époque où les voitures étaient ouvertes, ancienne époque, et en rebadgeant une voiture, voilà. Ils ont collaboré dès le départ avec l'équipe Signatech de Philippe Sino, qui devait, pour la petite histoire, engager des Peugeot 908, mais ça ne s'est pas fait, puisque Peugeot s'est retiré en 2012. Donc bref, ils ont repris un autre projet français, du coup, Alpine, et donc depuis, Alpine compte sur l'équipe Signatech, équipe très expérimentée, qui auparavant était en monoplace, tu dois bien les connaître notamment pour cette époque-là. Tout à fait. Et donc, depuis 2012-13, Signatech s'occupe de l'engagement. Ils ont vivoté en LMP2, ils sont restés en LMP2... Oh, tu trouves qu'ils ont vivoté? Moi, je trouve qu'ils ont quand même eu de très bons résultats. Ils ont été champions et tout. Oui, non, je parle pas des résultats. Non, ils ont eu de très bons résultats. Non, pardon, c'était pas le bon terme. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont erré en LMP2 au sens où ils n'ont pas franchi la marche pour aller à l'époque en LMP1. Et puis à un moment, du côté de la CO, on a, je pense, resserré un peu les lignes en disant, en fait, vous êtes constructeur, vous commencez à sortir des Alpine A110, des chaînes d'assemblage, il va peut-être falloir arrêter de rouler en LMP2 parce que c'est pas très cohérent. Exactement comme on avait vu avec Oreca il y a maintenant quasiment 20 ans. Oreca qui faisait des châssis et qui roulait en LMP2. C'était un peu bizarre, quoi. T'es constructeur, tu connais la voiture par cœur et tu roules contre des clients, ils se sont retirés après, mais tu vois, il y avait un côté un peu... bref, en gros, je pense qu'on a dit à Alpine, les gars, il va falloir passer le step supérieur parce que c'est pas très cohérent que vous soyez constructeur et que vous capitaliser sur le nom des 24 heures du Mans et sur les victoires, parce qu'ils avaient des bons résultats, sans jouer le jeu et être en LMP1. Ils n'ont pas voulu aller en LMP1, ils ont attendu ce passage au règlement hypercar, et ils ont débarqué.
Oui, avec une rébellion R13 rebadgée, c'est ce qui Voilà. était aussi l'occasion finalement. Donc ils ont encore pris une voiture qui existait déjà pour l'exploiter encore quelques années. Voilà, donc le rebadgeage, qui est une technique bien connue chez Alpine depuis 10 ans, ils l'ont fait effectivement en LMP1 avec Oui. l'ancienne rébellion R13, comme tu dis, qui n'était pas une LMP2. Enfin bref, voilà, hein, petit clin d'œil. Et ensuite, eh ben, ils ont lancé quand le règlement LMDH, enfin la partie LMDH du règlement Hypercar a été posée, ils se sont dit ça c'est parfait, c'est exactement pour nous. C'est finalement la future LMP2, mais avec un système hybride. Très bien. La marque Alpine veut devenir demain une marque propre avec des voitures zéro émission. Ils vont développer une gamme de voitures électriques pour compléter leur gamme qui pour l'instant se limite à l'Alpine A110. Donc Oui. là, il y a un truc qui est assez cohérent. Ils ont une ambition d'avoir un programme global Formule 1 et endurance, donc parfait. J'allais y venir. J'allais y venir justement, le système d'hybridation, ça leur faisait pas peur, puisque en Voilà. endurance, eh bien, ils ont repris aussi en quelque sorte le concept F1. Voilà, donc vraiment assez cohérent. Et donc, on peut, c'est un petit peu mon cas, regretter que Alpine ne fasse pas une voiture 100% maison, que ce soit pas avec le savoir-faire qui y a chez Alpine Renault. On parle d'Alpine, mais enfin, il y a Renault Sport derrière. C'est encore une Oui, fois, oui. c'est du changement de nom, mais il y a quand même chez eux, je pense, des hommes et des femmes qui savent faire des trucs absolument incroyables. Je trouve ça dommage qu'ils se reposent sur une base d'un châssis déjà existant, enfin, qui n'est pas produit maison, Après, pardon. est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que quand Oui, même, on en peut, termes oui. de budget, quand tu vois, oui d'accord, on peut, mais quand tu vois Ferrari, Toyota, Peugeot, ils déboursent quand même beaucoup, beaucoup Non, mais pour voilà. développer leur voiture LMH. Alors ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, donc ça tant mieux, ils ont un cadre plus grand, j'allais dire. Mais quand tu as la possibilité de dépenser un petit peu moins et d'être quand même compétitif, comme le fait Porsche, comme le fait Alpine, comme le fait Lamborghini, euh, bon, tu peux pas vraiment leur en vouloir, quoi. De toute façon, s'il n'y avait pas ce règlement, enfin, à chaque fois, faut le dire, la sous-catégorie, on va dire, Mhm. LMDH, si elle n'existait pas, Alpine ne serait pas en hypercar, clairement. Oui, Pourquoi? Parce tout à que fait. dans le groupe Renault, la marque Alpine, et notamment sur le volet compétition, ils le disent entre les lignes, mais moi je trouve que c'est le truc fondamental, et je le répète souvent à qui veut l'entendre, ils ont expliqué que la compétition ne doit pas coûter d'argent. C'est quand même ça, pour le coup, quand on parle de philosophie aujourd'hui, c'est quand même un truc assez important. C'est-à-dire que, Bah, ça, t'aurais dit ça il y a 20, 30 ans, c'était inconcevable, hein. voilà, à une époque, la compétition, ça coûte de l'argent, mais on sait que ça va revenir, comme tu le disais tout à l'heure, en vente de véhicules, donc on va compenser. Non, non. Chez Alpine, ils disent il faut que la compétition ne coûte pas d'argent. Comment ils le font? Par quoi ça passe? Notamment par l'association avec Signatech. En fait, Oui. ils ont. On va. Allez, petit montage, petit cours de comptabilité et de bâtiment. Alpine Racing, ils ont la maîtrise d'ouvrage, c'est eux qui sont au-dessus, qui chapeautent le projet, ok? Oreca est le maître d'œuvre, ils agissent pour le compte d'Alpine, et Signatech gère l'exploitation du programme. Vous voyez, c'est le truc à trois têtes. Puis on rajoute Ah après oui. Mechachrome qui fait le moteur. Donc, il y a vraiment cette synergie de plusieurs partenaires qui travaillent ensemble pour faire rouler la voiture, contrairement à Peugeot qui a tout in-house quasiment, quoi. Ils ont des partenaires extérieurs pour certains projets, pour certains éléments, évidemment, mais en tout cas, c'est Peugeot qui, de A à Z, a la maîtrise de sa voiture. Oreca, Oui. c'est pas le cas. Il se base donc sur Oreca, pardon, Alpine, il se base sur un châssis Oreca, qui est la même enveloppe, la même base que Acura en En IMSA. fait, comme depuis des années, parce que Oreca, déjà la 03, la Voilà. 05, la 07, ça a toujours été Oreca finalement. Même la Rébellion R13 a été fabriquée par Oreca, donc Alpine et Oreca, c'est un vrai lien, quoi. C'est pour ça que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je faisais un petit peu exprès, j'en veux à Alpine. Non, enfin, c'est assez cohérent avec l'époque. C'est-à-dire que, pour moi, c'est encore un peu du renaming, puisque Hmm. c'est pas vraiment une Alpine qu'on voit rouler, hein, c'est plus une Oreca avec un moteur Mechachrome. Alors, et c'est sur ce volet-là que la valeur ajoutée d'Alpine est, précisément, parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de composants Alpine dans la voiture, si tu vas aller par là. Comparé à Non, Peugeot, qui c'est est vrai que c'est une voiture une Oreca. Peugeot, c'est une Ouais. voiture Oreca, avec un moteur Mechachrome. Là où il y a la valeur ajoutée d'Alpine, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est directement Bruno Famin qui l'a dit, c'est sur les logiciels d'hybridation et justement cette partie exploitation de l'hybride, puisqu'ils ont chez Alpine, et avec le programme F1, là tu le disais, des ingénieurs et des systémistes qui connaissent ce volet. Donc la touche Alpine, si on veut la trouver, vraiment, elle est sur cette partie hybridation et
Et voilà. Et le moteur, peut-être non? Le moteur Mechachrome qui vient de la F2 directement, en fait, la base est la même. Hein. Alors, si tu veux, je te passe la parole. Si tu veux, sur le moteur, tu connais peut-être un peu mieux que moi. Mais le moteur Mechachrome, effectivement, choix un petit peu surprenant. Je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus. Bah, tu sais, ça me rappelle les années 70, en fait, où on voulait faire coïncider le règlement Formule 1, donc au niveau du moteur, et le règlement Endurance. Donc il fallait qu'il y ait une synergie. Là, c'est un petit peu le cas. C'est pas un moteur de F1, mais c'est le moteur F2 auquel on va ajouter ce fameux système hybride. Alors le moteur F2, on le connaît depuis des années. Il est relativement fiable. Il y a quelques fois où malheureusement ça marche pas Petit problème forcément. d'allumage Mais quand là, même. Ouais. oui, c'est sûr qu'il y a quelques soucis. Maintenant, en endurance, je pense que Alpine a travaillé en collaboration avec Mechachrome justement pour essayer d'améliorer des choses au banc d'essai notamment et pour faire des simulations et pour améliorer la fiabilité. Et je crois qu'ils sont quand même parvenus parce qu'on n'a pas eu de problème de fiabilité, en tout cas sur la première manche au Qatar. Donc on verra bien pour la saison WEC en globalité et aux 24 heures du Mans. Pour moi, c'est pas un mauvais choix de prendre un moteur qui est déjà éprouvé. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un moteur qui a été développé expressément pour l'endurance. Donc de quoi on parle? On parle du V634. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce Oui, que c'est un V6 3 litres 4. Il est apparu en 2015 et on l'a déjà vu au Mans. Alors pas dans cette... Enfin, il faut dire là-dessus, t'es peut-être meilleur que moi d'ailleurs sur expliquer un peu l'évolution des moteurs, mais il est très fréquent qu'on voit des moteurs aux 24 heures du Mans pendant 5, oui. 10, 15, 20 ans. Des itérations successives de moteurs. Parce qu'en fait, voilà, une fois que tu as une base, tu peux la faire évoluer, tu peux travailler plusieurs des composants. Donc voilà. Donc là, c'est le cas. C'est un moteur qu'on a déjà vu aux 24 heures du Mans en 2018, dans une autre version. Oui, je me souviens. Voilà, avec chez Ginetta. Bon, avec un abandon et une 41e place. Mais voilà, c'est pas. C'était pas un projet facile. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était pas forcément à mettre au crédit du moteur non plus. Mais voilà, c'est un moteur qui a déjà été vu, donc je pense que c'est l'un des points faibles du projet Alpine, personnellement. Même si, Ah, tu penses? ouais, pour moi, c'est un des points faibles. Même si les différentes déclarations que j'ai pu voir, notamment Nicolas Lapierre a expliqué qu'il y a eu plus de 30 heures des simulations de 30 heures de roulage uniquement sur la partie moteur. Hein. C'est-à-dire, Oui. ils font tourner au banc. Et c'est là où, encore une fois, mais à culpa, là encore une fois, il y a une valeur ajoutée Alpine, c'est qu'à Viry-Châtillon, ils peuvent pousser les moteurs. Et je pense qu'il a plus roulé sur les bancs à Viry que chez Mechachrome. Ce moteur Ah, mais spécifique oui. pour l'endurance. Hein. Donc, Ah ben je pense parce que Mechachrome en fait pour expliquer c'est vrai que c'est une entreprise qui est basée justement non loin de Bourges, mhm, tiens pas loin de chez Signatech aussi et en fait ils assemblent eux des oui. moteurs, c'est-à-dire que la conception elle est faite par Renault, par Alpine, par ce que tu veux et puis ensuite Mechachrome a vraiment ce lien-là pour assembler les moteurs. Alors, ils sont aussi dans l'aviation, ils sont aussi dans mhm. beaucoup de sujets et donc finalement c'est pas eux qui développent hein, Mechachrome. Non, exactement. Et alors, je suis très anecdote aujourd'hui. Une deuxième anecdote. Lorsque le moteur Mechachrome était dans les Ginetta en 2018, quand ils ont commencé la semaine, il n'y avait même pas de plaque dessus d'identification Mechachrome. En fait, ils ont une espèce de discrétion, comment dire, oui, tu vois, de savoir, comme tu le dis, leur rôle est pourtant central, hein, mais ils savent s'effacer. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais en tout cas à l'époque, l'anecdote c'est que pendant la semaine du Mans, au début de la semaine, ils avaient même pas mis de petites plaques genre Mechachrome, tu vois, un petit logo et tout. Ils savent être à leur place, quoi. Bah, surtout qu'à l'époque, quand même, je crois bien que Mechachrome n'était pas forcément prêt à aller dans le game F1, j'allais dire. Mhm. Et c'est venu parce que Renault s'est désengagé de la Formule 1 fin 97 sur le titre de Villeneuve et de Williams, t'en parlais. Et il a fallu trouver une solution. Donc on a rebadgé des moteurs qui en fait étaient très connus, hein, les moteurs Renault, Mhm. soit avec Mechachrome, soit avec Supertech. Donc Waouh, c'était mais waouh. Benetton d'un côté et Williams de l'autre. Donc voilà pourquoi Mechachrome est entré dans le match. Et ensuite, eh bien, il y a eu cette continuité et cet assemblage de moteurs. Bon alors du coup, passons à notre partie pronostic. C'est un peu ça, hein, Oui, finalement. ça va être dur. Bon alors, d'un côté du ring, on a une équipe qui a juste une course dans les pattes. C'était le Qatar, Ouais. avec les deux voitures à l'arrivée. Donc Alpine, avec Alpine, un top 10 quand même, hein, sur la voiture avec Paul Louchatin, avec Ferdinand Habsbourg et avec Charles Milesi. et même une place de gagner parce que la Cadillac a été déclassée. Donc Oui, tout voilà. à fait.
Non, mais plus sérieusement, les voitures se sont pas battues pour la victoire, mais les deux sont à l'arrivée, donc pour une première course d'endurance, c'est quand même à noter. Oui. Et de l'autre côté du ring. Et de l'autre côté du ring, le lion terrible qui est en course depuis Monza 2022. Purée. C'est incroyable quand même, hein. Ça fait déjà 11 courses et un podium. Mais bon, Aïe. le truc c'est que Bon, c'est avec un concept, voilà, c'est on ça. l'a expliqué. C'est un contender, c'est un combattant Peugeot qui, bah, du coup, qui change de monture. C'est comme si... Enfin, c'est un changement de vélo, c'est un changement de matériel, quoi. Alors, Mais est-ce que tu crois que Peugeot peut compter sur son expérience passée avec ses victoires avec la 905, avec la victoire en 2009 avec la 908, essayer d'apprendre de tout ça, de ses erreurs pour maximiser la performance? Est-ce qu'ils ont vraiment appris de leur expérience passée? non. Ouais, bah voilà. Enfin, Non, 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 mais moi, c'est je compliqué, pense hein. que c'est totalement... Alors, l'expérience 905, elle est tellement lointaine. Je pense Oui, qu'il y a vraiment aucun lien à trouver. En termes de personnes impliquées, comme tu dis, d'historique de l'époque, etc. Je pense que là, tu peux totalement déconnecter les deux. Le programme 908 est quand même plus récent. Il y a des gens dans l'équipe qui étaient là à l'époque 908. Donc, oui. il y a peut-être plus de liens à trouver. C'est vrai qu'à l'époque 908, ils ont fait n'importe quoi quand même, hein. Bah, non, en fait, ils ont développé la voiture, ils ont fait exactement l'inverse. Donc, tu vois, je vais quand même rebondir, et je pense qu'ils ont quand même appris de cette période-là. Ah oui, Ils développaient une voiture pour gagner le championnat. Et au Mans, oui, c'est c'était vrai. toujours Audi qui gagnait. Et donc, finalement, bah là, ils ont fait l'inverse, et on les a critiqués. Moi, je voulais pas critiquer Peugeot à ce niveau-là. Je trouvais que c'était très intelligent Ah de oui. développer une voiture pour les 24 heures du Mans. Ah non, mais bah surtout quand il y a la promesse d'avoir une BOP, ça veut dire que sur les autres épreuves, tu seras pas largué non plus. Donc, non, moi je Exact. trouve ils ont fait un très bon choix. Non, quand je disais qu'ils ont fait n'importe quoi sur l'époque 908, c'est que ils ont gagné une seule fois avec la 908, les 24 heures du Mans, c'est en 2009. Alors que Oui. sur le papier, la 908, elle doit en gagner au moins 3 ou 4 des éditions. Enfin, Bah, sincèrement, 2011 aussi. 2011, elle doit gagner, ouais. Oui, effectivement, 2010 surtout. Enfin, 2010. 2010, c'est juste incroyable. 2008, c'est incroyable aussi. Enfin, 2008, 9, 10, 11. 11, je sais pas, tu Ah oui. vois. 11, c'est parce que... Non, 11, je suis pas sûr. C'est pas, Ah si. Non, 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 c'est parce qu'il y a deux faits de course où les Audi s'explosent, avec McNish et Rockefeller. Mais non, non, je pense que le résultat Toi, est c'était 8, plutôt... 9, 10. Ouais, pour moi, c'est 8, 9, 10 doivent forcément revenir à Peugeot. Enfin, 2008, c'est juste la gestion de la pluie, la dégradation, enfin, comment dire, l'accumulation de saleté, d'éléments qui font chauffer la voiture, le refroidissement qui est mal géré, Villeneuve qui est garé pendant la nuit, et donc ça gagne pas. Ouais. 2009, ça gagne, effectivement, parce que les R15 sont garés. Et 2010, bon, on va pas revenir sur 2010, mais voilà, Problème, ouais. c'est le record de Au la niveau du distance. moteur. Pour moi, tu sais, il faut... Ah, ça y est, je suis philosophe ce matin. Tu sais, on garde en tête les voitures qui gagnent les 24 heures du Mans, et on a tendance aussi à oublier les autres. En tout cas, il y a une petite prime à celles qui gagnent, mais faut pas vous enlever de l'esprit que, enfin, dans un univers parallèle, le record de la distance aux 24 heures du Mans, c'est la 908 qui l'a. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la 908 de 2010, c'était une voiture, mais incroyable, vraiment incroyable. En termes de vitesse, de comport, enfin tout, c'était fou. On a retenu aujourd'hui l'Audi R15, qui était aussi une voiture incroyable, évidemment. Mais pour moi, les 908 de cette époque, surtout la fin, donc 10-11, mais vraiment des voitures dingues, à voir évoluer en piste, Ouais. sublime, sublime, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour la Peugeot Spec 2024, j'allais dire, la Moi 9X8 qui a aussi, ouais. été présentée là, il y a quelques jours, hein, le 25 mars, Mm. avec ce fameux aileron arrière, et puis les roues qui vont être différentes. Tu le disais, il n'y a plus de pneumatiques dimension carrée, j'allais dire, Mhm. même pneus à l'avant, à l'arrière. Ça va certainement changer les choses aussi, et peut-être faciliter le travail des pilotes, non? Ça change beaucoup de choses de ce qu'ils ont pu dire pour l'instant. Ça change beaucoup de choses sur le comportement qui est... Enfin, alors l'aileron, l'absence d'aileron et du coup l'ajout maintenant d'un aileron arrière fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, que la voiture semble plus prévisible, elle est plus saine en termes de comportement. Puisque tu as quand même cette habitude quand tu es pilote d'avoir de l'appui à l'arrière et de pouvoir placer le train avant. Là, quand il n'y avait pas beaucoup d'appui à l'arrière, Oui, oui. bah, la voiture, tu sais pas trop comment l'inscrire, tu sais pas trop comment elle va réagir. J'imagine qu'au niveau des angles de volant, c'est assez déroutant. Donc là, on va être sur une voiture qui va être un peu plus classique, on va dire. C'est plutôt le changement de monte pneumatique qui va être le game changer, plus que l'ajout d'un aileron, en fait. D'accord. C'est vraiment ça qui va permettre de plus motricer. C'est une 4 roues motrices quand le système hybride se déclenche,
Mais du coup, avec cette dimension de pneus plus large à l'arrière, on va pouvoir envoyer un peu plus de berzingue, tu vois ce que je veux dire? Quand on soude, Oui. quand on met le pied sur l'accélérateur, on va pouvoir en transmettre un peu plus. La voiture va sans doute être plus agile aussi avec ses pneus un peu plus étroits à l'avant. Donc je pense que... Ouais, moi j'ai beaucoup d'espoir aussi sur cette voiture. Je pense pas que ce soit l'expérience de la saison dernière et d'un petit bout de 2022 qui va faire la différence par rapport à Alpine, pour en revenir à notre débat. Je pense que Ouais. c'est juste que la 9X8 pardon, 2024, ouais, enfin, meilleure répartition des masses, ce fameux aileron. Ils vont enfin avoir une bagnole de course entre les mains. Et à mon avis, c'est elle qui va être devant l'Alpine. Ah, ok, intéressant. Moi, je pense que c'est un bon moment pour les LMDH parce que bah, j'arrête pas de dire que Cadillac au 24 heures du Mans va être là, va être au rendez-vous. Alors, bon, vous allez enregistrer tout ça et puis si c'est pas le cas, évidemment, vous allez me tomber dessus. Mais je pense que Cadillac peut faire vraiment quelque chose face à Porsche et donc, par définition, Alpine aussi. Je pense vraiment que sur le long terme, bah, d'ici la fin de saison et peut-être la saison prochaine, Alpine va, avec le travail d'Oreca et le travail justement de ces pilotes et des pilotes de pointe qui sont dans les voitures, à réussir à faire quelque chose. Moi, je pense que la A424, elle a quand même son mot à dire. Et attention, là pour l'instant, on n'en est qu'à la première course, tu l'as dit. C'est vrai que Peugeot, au Qatar, s'est montré plus qu'Alpine, Oui, mais Alpine est là et il va falloir compter sur eux. Je pense quand même qu'il ne faut pas les oublier tout de suite. Le moteur, il est connu. Il y a le système d'hybridation qui est connu par toutes les équipes Renault et Alpine, on l'a dit. Donc sur un moyen terme, j'allais dire, Alpine face à Peugeot, ça va pouvoir matcher, je pense. surtout le châssis qui est vanté par pas mal de gens comme étant le meilleur châssis de la catégorie LMDH. Donc oui, oui, il y a clairement des atouts du côté Alpine. Je suis un peu moins séduit par les équipages, je vais pas te mentir. Je suis un peu moins Ah, séduit par les équipages Alpine. Euh, voilà. c'est vrai que chez Peugeot, ils ont fait un gros effort quand même. Ils ont surtout enlevé, alors je l'aime beaucoup humainement, mais c'est vrai qu'au volant, il y a quelques petites erreurs, Gustavo Menezes, hein. Ouais, ouais. Donc là, c'est vrai que quand on est capable de prendre du recul et de se dire, OK, on va remplacer tel pilote, telle personne, etc., c'est dur, hein, franchement, moralement. Il faut un sacré courage. Et je pense que les équipes de Carlos Tavares ont su justement avoir ce courage-là et prendre des bonnes décisions parce que bah, Gustavo Menezes, il amenait aussi du budget, donc c'était important pour le fonctionnement de l'équipe. Et bah voilà, quand on a des pilotes qui sont un tout petit peu moins dedans, quand on est dans une catégorie hypercar ultra serrée, bah, ça peut faire une différence et pas dans le positif, Ouais, justement. mais tu l'as dit, voilà, il y a aussi cette notion de budget, et là encore une fois, on en revient à la philosophie de l'engagement. Chez Alpine, Oui, il faut pas que le sport auto coûte de l'argent, et donc c'est le vrai. choix des équipages est aussi dicté par, et d'un côté, une reconnaissance qui est donnée aux pilotes maison qui sont là depuis des années. Je pense à Nicolas Oui. Lapierre, je pense à Mathieu Vaxivière, qui sont des pilotes d'expérience et qui sont dans la Et maison, même Même Paul Lou Chatin, Chatin, hein. qui sont... Parce que Ouais, ouais. dès 2013, Oui, 14, il il a était déjà roulé, là-bas et il exactement. a décroché un Non, titre. mais voilà, c'est des pilotes maison qui sont récompensés, on va dire, de leur fidélité et de leurs années de service, et qui donc roulent avec le programme Hypercar. C'est très bien de faire ça. Est-ce que c'est le meilleur choix sportif? On peut se le demander. En tout cas, C'est vrai que c'est compliqué. j'aime bien Attention qu'on se méprenne pas sur ce que je dis. Je trouve ça très bien, cette fidélité et cette récompense donnée, et je trouve ça enfin, honnête, tu vois. Imagine, Oui, tu oui. lances un programme en hypercar et tu dis à Nicolas Lapierre, écoute, Nico, t'es un peu plus âgé que les autres pilotes. On a déjà fait pas mal, un bon bout de chemin ensemble. Du coup, c'est pas, tu vois, on va prendre des plus jeunes. Enfin, je pense qu'il le prendrait très mal, et je trouve que Bah oui. humainement, ça aurait été un très mauvais choix. Donc voilà, je trouve ça logique qu'il soit présent. Non, mais par contre, c'est vrai, t'as raison, il y a la prime à la fidélité, et puis par contre, à côté de ça, bah, tu vas avoir la prime au nom, si tu veux, Mick Schumacher, Ferdinand Habsbourg, tout ça. Bah, ça permet aussi à l'équipe d'être plus médiatisée, finalement, en Allemagne, en Autriche, avec ces pilotes-là. À côté de ça, tu as Charles Milesi qui est un bosseur né et qui a un sacré coup de volant, qui a été déjà champion du monde en LMP2 avec WRT. Donc, moi, je trouve que le concept des équipages est plutôt pas mal. Va falloir voir ce que ça donne. Alors, en plus, on a appris récemment, et donc pour Imola, ça aura des conséquences. On y reviendra quand on va faire notre débrief ELMS et preview WEC, parce que ça va tout évidemment s'enchaîner. Mais Ferdinand Habsbourg a eu un accident, donc c'était où en Espagne, hein, je crois, où ils ont roulé. Et, euh, et là, il va falloir trouver des solutions, peut-être pour le remplacer pour Imola, hein. Ouais, il a deux vertèbres fracturées, on n'en sait pas plus, mais
il est déjà remplacé par Paul Louchatin en ELMS parce qu'il fait un double programme ELMS et WEC. Donc il est remplacé chez Cool Racing par Paul Louchatin qui est aussi du coup pilote alpine. Mais pour la course d'Imola, je sais pas s'ils vont est-ce qu'ils vont le remplacer ou pas. Alors, il y a deux solutions. Tu peux demander des dérogations. Je sais que Jota notamment a demandé en début de saison des dérogations pour pouvoir rouler que à 2 sur certaines courses et non pas à 3. Donc là, vu les circonstances, je pense que si Alpine demande à l'organisation de rouler seulement à 2, ils vont l'avoir, la dérogation. Par contre, si jamais ils doivent utiliser leur pilote de réserve... Un certain Jules Gounon. Ça serait pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que ça serait, pour Jules en tout cas, ça serait vraiment sympa, évidemment. Il aurait l'occasion de montrer aussi son niveau, sa pointe de vitesse voilà. catégorie là, hypercar. Là, tu vois du Jules Gounon derrière le volant, je change mon regard sur l'équipage, par exemple, tu vois. Ah bah, si tu mets Charles Milesi, Paul Louchatin, Jules Gounon, c'est avion. Hein. Ouais, on est déjà sur autre chose, voilà. Donc, non, mais voilà, Après, Ferdinand Habsbourg est pas mal, hein. Il a beaucoup progressé, je trouve. Ah, mais il est très bon, il est très bon comme pilote, exactement. Il a déjà un palmarès de dingue. Je critique pas du tout le pilote. Non mais je vois. Non mais par rapport à Jules Gounon, il a pas le même palmarès. En fait, voilà, honnête aussi. Tu sais, il y a les résultats et puis il y a aussi la façon dont ils sont obtenus. C'est comment dire. Ouais, moi tu me demandes de composer un équipage pour la top catégorie, peu importe que je sois Peugeot ou Alpine, mais tu me dis, voilà, il faut associer 3 pilotes, si possible français ou en tout cas avec des intérêts un peu français, tu vois, etc. Ouais, clairement, Jules Gounon, c'est le genre de mec que je prends. Louis Delétraz, je l'aurais pas laissé filer ailleurs, tu vois. Certes, il est suisse, mais un Louis Delétraz dans une hypercar, c'est juste incroyable. Il y a d'autres noms qui me seraient venus avant. Après, voilà, encore une fois. Bah, d'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de Louis parce que Louis Delétraz est justement avec Acura, Alpine, ça peut peut-être matcher. On verra. En tout cas, il y a peut-être des choses à envisager pour le futur. J'ai pas d'infos particulières, mais voilà. C'est une approche différente de la composition des équipages. Là où je vais arrêter de critiquer Alpine, je vais plutôt passer sur Peugeot. Je vais taper sur tout le monde. Non, mais là où Peugeot, justement, a fait le choix d'avoir des, entre guillemets, tops équipages, et où il y a moins de sacrifices, quoi. Là, les équipages, tu peux faire mieux, mais enfin, déjà, t'as du Top Gun, comme on dit. Donc voilà, ça va forcément avoir une incidence sur la performance, qu'on le veuille ou non. Ça va peut-être se traduire par quelques dixièmes au tour. Ça va peut-être se traduire par du retard dans la compréhension de la voiture, ou une mise au point qui va être moins bonne. Enfin, il y a plein d'éléments. Un pilote, il ne faut pas le juger uniquement sur le temps au tour qu'il fait, puisque comme tu le disais, Ferdinand Habsbourg, Nicolas Lapierre, ils n'ont rien à prouver à personne. C'est des mecs qui sont Mick Schumacher. Hein, je pense qu'en termes de performance, il en coiffe une bonne partie sur le plateau. Il n'y a aucun problème. Je dis juste, la mayonnaise globale, l'entente dans l'équipe, la mise au point, le développement, etc. Je pense que c'est chez Peugeot que ça va beaucoup mieux se passer. Ah, ok. Bah, tu vois, intéressant. C'est mon avis. On se rend compte que... Non, mais en ayant justement un duel franco-français, bah voilà, ça génère des beaux débats. Et donc, bah, vous, dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux, voilà. parce que c'est aussi l'occasion d'échanger. On a le droit de Peugeot, donner, Alpine. On a le droit de donner sur les réseaux sociaux des avis, ce ne sont pas des vérités. Hein, parce que non, c'est incroyable les débats sur les réseaux sociaux. Dès que tu dis... Voilà, là, c'est mon avis, je dis pas que j'ai la vérité. On verra, et peut-être que je vais complètement me tromper, et on verra à la fin de la saison. Mais c'est ce qui est beau aussi. Ah ben non, mais moi je leur souhaite le meilleur, évidemment. Je dis juste qu'avec les éléments que j'ai pour juger pour l'instant, et effectivement, on a peu d'éléments, hein, on a juste une course du côté d'Alpine, et on a 0 course du côté de Peugeot, puisque la voiture est quand même refaite, ils ont dit, il y a 90% au niveau éléments de carrosserie. C'est vrai. Changement de la répartition des masses, changement des pneus, ajout d'un aileron arrière, donc... Je dis juste que selon nos observations et ce qu'on peut connaître un petit peu de l'endurance, voilà mon avis actuellement, je pense que Peugeot va être devant Alpine. Donc toi tu sens plutôt la remontada d'Alpine devant... Ouais, peut-être pas pour les 24 heures, mais la remontada d'Alpine va certainement arriver. On va voir en tout cas, mais je suis pour les deux constructeurs et je suis surtout évidemment pour que le meilleur gagne. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ah bah c'est Porsche du coup là. Non mais c'est vrai, que ce soit Alpine, que ce soit Peugeot, Porsche, Cadillac. Non, moi je vois plutôt Cadillac aux 24 heures du Mans, je le rappelle. T'as pas évoqué BMW, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. Pourtant l'équipe qui exploite BMW est bien solide sur ses appuis, comme on dit dans d'autres sports. Je sens que ça va craquer rapidement BMW, RLL, pour faire juste une petite digression. Parce que tu sais, le divorce Chip Ganassi Racing avec Cadillac, donc là qui est quand même tout récent. Hein, oui. Je pense que ça va délier ça un peut peu faire des émules. paroles. Bah ouais, parce que
de ce que j'en ai compris, c'est Chip Ganassi qui a arrêté le contrat, qui veut pas continuer avec Cadillac. C'est pas Cadillac qui était pas content de Chip Ganassi Racing, donc je pense que ça va peut-être faire bouger des lignes et que il y a peut-être aussi, à l'inverse, hein, peut-être que BMW ou peut-être même RLL qui va se dire bon, qu'est-ce qu'on fout avec cette V8 ? Est-ce que c'est l'exploitation ? Je commence vraiment à me demander si c'est l'exploitation de la voiture qui est mal assurée par le RAL et Terman, ou si c'est qu'en fait cette LMDH elle a rien dans le châssis, quoi. Je sais pas. Ouais, on verra. Moi, je pense que WRT peut faire quelque chose quand même avec cette BM, mais va falloir être patient, hein. Ça va pas être cette année, a priori. Ouais. Bon, en tout cas, le débat est lancé. Donc maintenant, on va le prolonger sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou ce que vous voulez. Endurance Mag, c'est l'endroit où on va pouvoir se retrouver et discuter avec le hashtag Endurance Club. Je sais même pas si on l'a lancé. Allez, mais lançons-le. Voilà, comme ça va nous permettre aussi plus facilement d'avoir vos questions, vos réactions et pouvoir partager avec nous. La semaine prochaine, ça sera preview ELMS évidemment pour l'épreuve de Barcelone, mais on aura aussi l'occasion de parler de plein de choses parce que là, ça va s'enchaîner avec l'IMSA, avec le WEC, avec le LMS. On aura beaucoup de choses à évoquer et tant mieux, c'est génial, c'est ce qu'on aime. Ah bah carrément, non mais là on rentre dans la grosse saison. Quand je vois qu'on est déjà, on enregistre là, il est 10h, on est le 5 avril. Quand je vois qu'on est déjà en avril, ça veut dire que dans 2 mois on est au Mans, c'est incroyable. Ça va très très vite. Ouais, ça va très vite. Et on a passé hier les 72 jours avant Le Mans. Ça fait très statistique Bruno Van de Stick, ça, tu sais, il aime bien ce genre Oui, de c'est truc, ça. hein. 72, c'est la Sarthe. Ah, c'est bien. Dès qu'il y a un 24 ou un 72, tu sais, ils sont à fond là-bas. Donc voilà, on a il y a le 100, le 72, le 24, qui est... Voilà, ce sont 3 nombres importants. Oui, parce que le 86 400, par exemple, tu l'as un peu moins. Mais enfin, bon, voilà. Ouais, si, c'est pas mal. Dédicace à Laurent, que l'on salue, parce que j'aime bien ce qu'il fait aussi. Est-ce qu'on passerait pas à notre rubrique Mais oui, de fin ? notre petite rubrique. Pour conclure, évidemment, c'est quoi ton actu ? Le petit instant promo, Geoffroy. Alors, l'actu du moment. Il va falloir que je fasse un jingle si ça continue. Un jingle. Je sens que c'est quoi ton actu ? Je sens que tu es un homme de jingle, donc je te ferai ça. T'as besoin de ça pour te rythmer. Écoute mon actu en 2 secondes. Dans le numéro d'Auto Hebdo de cette semaine, qui est disponible dans les très bons kiosques, j'ai fait un covoiturage. Tu sais, c'est un des formats que propose Auto Hebdo. C'est un peu une interview fleuve, donc c'est sur 5 pages, où je partage le temps de l'interview, la voiture avec quelqu'un. Et donc là, je l'ai fait avec Gilles Duquesne. C'est la première fois que je fais ce format, donc je suis assez content, parce que c'est quand même un type d'article qui est devenu récurrent dans Auto Hebdo, qui est un beau truc, quoi. Donc voilà, c'est la première fois que je le faisais, et donc c'est avec Gilles Duquesne, et c'est super intéressant. Un homme que tu connais notamment via le LMS. Oui. Et qui me raconte plein de trucs sur son histoire à lui personnelle, sur son histoire industrielle, et puis évidemment sur les bagnoles, hein, parce qu'on est quand même là pour parler de voitures. Donc son rapport aux voitures, à l'automobile, et c'est super intéressant parce moi j'ai découvert plein de choses sur lui. C'est quelqu'un qui est assez discret, qui parle très peu dans les médias, alors que il est à la tête d'un empire, hein. Enfin c'est moyen de dire comme ça, ouais, d'un outil industriel qui est juste dingue, et il est d'une discrétion, enfin bref, tous les éléments, vous allez voir, en tout cas au travers de l'interview, je trouve qu'on ressent bien ce côté bosseur et discret, quoi. C'est pas le mec qui étale sa réussite ou sa richesse, quoi. Tu vois, on y prend goût, hein. Moi, c'est un peu ce qui m'a permis aussi de lancer ce podcast Trajectoire, parce que tu vas à la rencontre des gens, et en fait, quand tu partages ta passion, c'est génial, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je vais lire attentivement justement ce covoiturage. Et alors, ton actu, monsieur Anthony Drevet, tiens, alors justement, je parlais du podcast. Donc, comme c'est un podcast qui retrace plusieurs profils et plusieurs types de sportifs, alors là, évidemment, cette semaine, c'est un skieur de vitesse. Okay. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est le recordman du monde de vitesse à ski, 255,500 km/h. Wow. Pas mal, Simon Billy. Donc, ça va être intéressant si vous voulez le découvrir. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de partager un moment avec Simon qui m'explique son travail aérodynamique aussi. Donc voilà, les similitudes entre le ski et les sports méca et tout trouvé, et j'en suis plutôt fier. Et puis la semaine prochaine, je vous donne une petite exclue, mais comme il fait ses débuts ce week-end en GT World Challenge, je crois que c'est en GT2 ou je sais plus, quelque chose comme ça, en Europe, et c'est Antoine Dauquin qui va répondre à mes petites questions, parce que lui est skieur et pilote auto. Donc voilà, le lien est tout trouvé. Et puis dimanche, si vous avez encore un petit peu de temps après un gros week-end,
Ce sera Martinsville à 21h sur Automoto la chaîne. J'aurai le plaisir de commenter avec Patangeli. Voilà un petit peu les actus. Ok, bah ça va, c'est complet. Tu t'ennuies pas? C'est pas mal, hein? Ouais, non, carrément. Bah écoute, non, mais c'est bien. Moi, je sais pas encore la semaine prochaine ce que va être mon programme, puisque ce n'est pas un secret. Je ne suis pas à 100% dans le sport auto. J'ai beaucoup d'autres activités à côté. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien qu'on partage comme ça, tu vois. C'est intéressant de voir. Sympa. Et puis en plus, toi, tu pars à Barcelone, du coup, après. Ah bah après oui, j'enchaîne avec Barcelone, après j'enchaîne avec le Castellet pour le Grand Prix de France historique, j'enchaîne avec le Val de Vienne. Bon, Enfin, t'auras le temps voilà. de nous en parler, ouais. Moi pour le coup mon calendrier, il est plutôt il est plutôt bien Vous ne défini vous en et bien rendez pas fourni, compte, tu vois. messieurs, dames, mais que Anthony puisse me consacrer comme ça un peu de temps pour qu'on fasse cet échange et qu'on ait cette fenêtre de tir d'Endurance Club, c'est un petit miracle. Chaque jour, pas toujours chaque facile. semaine, c'est un miracle qui apparaît. Et on va continuer longtemps. Merci beaucoup Geoffroy, c'est top. Eh ben merci à toi Anthony, et puis écoute, rendez-vous la semaine prochaine, comme tu l'as dit, pour une preview LMS, c'est bien ça? Oui, voilà, ça y est, Ouais. j'ai lâché le morceau, j'ai vendu la mèche et sur le hashtag Endurance Club maintenant, voilà, ça y est, on va le lancer sur les réseaux sociaux pour réagir avec nous, pour avoir votre ressenti sur cet épisode. Voilà, si vous voulez faire partie de l'Endurance Club, eh bien c'est toutes les semaines justement sur Endurance Mag et sur toutes les bonnes Et plateformes. je place juste, non, le petit Oui, mot de la fin, c'est moi qui l'aurai cette semaine. bien sûr. N'oubliez pas, ça nous aide Ah, énormément de laisser un avis, 5 étoiles idéalement, de mettre un petit commentaire, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou je ne sais quelle plateforme. Ça nous aide énormément. Pourquoi? Déjà, ça nous fait plaisir d'avoir vos retours, savoir si ça vous oui, plaît. On est preneur de vos critiques, évidemment, que ce soit sur la technique, sur le son, sur le fond, sur ce qu'on raconte, sur la façon de faire. Et puis ça nous aide beaucoup aussi à mettre en avant le podcast, puisque ce sont les commentaires et les avis qui permettent de le faire remonter dans les classements, dans les fils, dans les suggestions. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à prendre quelques petites secondes et à mettre une note ou un commentaire, voilà. eh ben c'était important de le dire. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour le 10e numéro d'Endurance Club. Ciao Salut! ciao.